Alors que ce soit Bruno Le Maire ou encore Jordan Bardella, tous deux viennent de s'engager à faire baisser notre facture d'électricité. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Évidemment, ce sont des promesses encourageantes qu'on a envie d'entendre. Baisse du tarif d'électricité, baisse de 10 à 15%, nous a dit Bruno Le Maire, pour février prochain, et de 30 à 40% côté Bardella. Lequel des deux est le plus crédible ? J'allais dire le plus crédible, c'est celui qui propose le moins, hein. Donc a priori, ça serait plutôt du côté de Bruno Le Maire. La question qui est intéressante, c'est est-ce que c'est crédible effectivement, est-ce que c'est possible? Donc on voit qu'on est quand même sur des montants du côté du RN qui sont extrêmement importants de baisse de la facture de l'électricité et qui se pose la question de comment faire et comment le financer surtout. Si le prix de l'électricité est à ce niveau aujourd'hui, c'est aussi pour un certain nombre de raisons, mais derrière, il y a la question de baisser les prix de l'électricité. Si on est en décalage avec le prix de la production de cette électricité, c'est-à-dire qu'il faut le compenser. Ça a été le cas des boucliers tarifaires, hein, qui ont été extrêmement importants pendant la crise énergétique, qui ont représenté des dizaines de milliards d'euros. Donc du coup, la baisse, elle ne va pas se faire mécaniquement par des gains d'efficacité uniquement, hein. Alors, si on les prend une par une, Bruno Le Maire, comment est-ce qu'il arrive à cette baisse de la facture de 10 à 15%? Parce que j'ai bossé un peu le truc, ce n'est pas une fleur, ce n'est pas un cadeau fiscal particulier, c'est le système de fixation des prix de l'électricité en Europe qui s'applique. Il y a des tarifs réglementés qui sont fixés sur la moyenne des prix enregistrés sur 2 ans. 2 ans auparavant. Et donc, pour 2025, 2 ans auparavant, ça le mène en 2023. En 2023, on sait que les prix de gros ont baissé. Donc, la facture devrait potentiellement baisser 10 à 15%, sachant qu'il faut le rappeler quand même, la facture va augmenter au 1er juillet de 12%. Oui. Bon. Oui, elle va augmenter, y compris sur le gaz d'ailleurs, hein, ce n'est pas que l'électricité, hein, sur ce tarif justement qui est un tarif qui ne s'appelle plus un tarif réglementé. Oui, pour différents éléments, ça avait rebaissé, hein, c'est-à-dire qu'il faut aussi noter ça, c'est que depuis le début de l'année, il y avait aussi une baisse des tarifs. Et là, on a à nouveau une hausse. Les tarifs, on parle du tarif de gros ou tarif pour les particuliers? Alors, les deux. Il y avait le tarif de gros et le tarif réglementé, hein. Si vous regardez la trajectoire, vous aviez quand même une légère baisse. Et il y a à nouveau une augmentation pour différentes raisons, et notamment pour une légère remontée des prix de gros, et récemment, hein, et le coût de l'acheminement. Donc c'est vrai qu'on est dans ce moment-là où finalement, en plus, on sort des boucliers tarifaires, hein, progressivement. Et donc on retrouve les prix de marché, donc c'est un peu compliqué. Et puis il y a ce que vous dites, hein, c'est qu'il y a des délais aussi d'ajustement dans le passage des prix qui sont pratiqués aux consommateurs. Ce n'est pas un cadeau fiscal, en tout cas c'est 10 à 15% sont corroborés de baisse de tarifs d'électricité, sont corroborés par l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie, qui dit que cette baisse pourrait même être supérieure en 2025 et se poursuivre en 2026. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Après, ce qu'il faut avoir en tête, si vous regardez les indices de prix à la consommation, hein, que fournit l'INSEE, la hausse des prix pour le consommateur sur l'électrique, par exemple, depuis 3 ans, hein, la référence est avril-mai 2024 à aujourd'hui, vous êtes sur 40% de hausse des prix, hein. Donc ça veut dire que vous récupérez une petite partie de la hausse. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas l'ensemble. Si vous avez une baisse d'à peu près 10 à 15%, il reste quand même entre 25 et 30% de choc permanent sur la facture électrique, hein. Et donc, ce n'est pas illogique qu'on se retrouve dans ce scénario d'ajustement un peu à la baisse sur les prix de l'électricité pour les raisons dont vous avez parlé, du décalage entre le prix facturé et le marché de gros. Bon, et là on se dit comment est-ce que Jordan Bardella et le RN arrivent à 30 à 40% de baisse sur la facture. On sait qu'il y a une baisse de la TVA de 20 à 5,5% qui est prévue. Alors sur l'énergie, au sens large, pour un coût, d'ailleurs, parce que ce n'est pas gratuit, il y a un coût pour les finances publiques, de 10 à 12 milliards d'euros. C'est comme ça qu'on arrive à 30 à 40% de baisse ou il y a... Alors, les 30-40% de baisse, il faut aller au-delà, hein, parce que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faudrait supprimer, à mon avis, je n'ai pas fait le calcul précis, mais pratiquement l'ensemble de la fiscalité qui repose sur l'électricité. C'est-à-dire que vous avez la TVA, mais vous avez aussi tout ce qui est les accises, c'est-à-dire les taxes intérieures. C'est quoi les accises? Les accises, c'est la fiscalité qui s'appe aux produits énergétiques. Et donc, vous avez... Qui a été supprimée pendant le... Qui a été supprimée, pendant la grosse phase d'inflation. La TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et l'électrique notamment, qui rapporte quand même pas mal d'argent, hein. Et donc, ça voudrait dire supprimer cette taxe. Qui est en train de revenir par palier à la normale. Qui revient à palier à la normale, donc on en sort progressivement. Fin 2024, il n'y aura plus ça, donc il n'y aura plus d'effet du bouclier. On revient sur... On débranche. On débranche progressivement.
juste le montant, hein, pour donner les montants, ils ne sont pas négligeables. Hein. Sur 3 ans, le coût des boucliers, c'est pratiquement 60 milliards d'euros pour protéger les Français de la hausse des prix de l'énergie sur l'électrique et le gaz. Donc ça voudrait dire supprimer aussi en partie, à mon avis, cette TICPE qui rapporte des montants importants. Hein. J'ai plus les chiffres exactement en tête. Mais se pose la question forcément, et vous l'avez dit, hein, c'est le financement en face. C'est-à-dire que, enfin vous avez deux choses. C'est-à-dire que la première chose, c'est il y a un manque à gagner important sur l'énergie. Et donc si vous devez investir dans le nucléaire, par exemple, c'est comment vous le faites. Il faut savoir qu'une partie de cette taxe finance à la fois les investissements dans la transition, mais les investissements aussi dans le nucléaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur la baisse de la taxe, par exemple, sur la fiscalité des carburants ou du gaz, n'oublions pas que c'est des énergies fossiles qu'on importe, qui coûtent cher. D'ailleurs, il y a une facture énergétique qui a beaucoup augmenté. Et donc, se pose la question de la sobriété et de l'incitation à substituer. Voilà, aujourd'hui, on a plutôt tendance à vouloir augmenter la fiscalité sur les énergies fossiles plutôt que de la baisser. Après, il y a la fin des temps, la fin du monde, et puis il y a la fin du mois. Oui, alors bien sûr, c'est cette opposition-là qui est importante. C'est-à-dire que c'est on l'a vu avec le choc énergétique, hein, qu'on a connu, il y a un impact assez mécanique et immédiat sur le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que l'énergie est vue comme une dépense, et assez logiquement comme une dépense contrainte. Ce n'est pas une dépense de loisir ou de plaisir. Et donc, quand vous avez votre facture d'électricité ou de gaz qui augmente du jour au lendemain, vous avez peu de moyens de substitution. C'est-à-dire que vous pouvez faire un peu de sobriété, c'est-à-dire vous chauffer un peu moins, utiliser un peu moins d'eau chaude, je ne sais pas, réduire un peu votre fiscalité, votre facture comme ça, mais vous êtes obligé de le subir. Ouais. Et donc c'est vrai aussi avec les carburants, en partie avec l'automobile. Si vous êtes à la campagne, vous devez aller travailler, etc., et que vous n'avez pas d'autres possibilités de vous transporter que votre voiture. Donc c'est vu comme un choc assez immédiat sur le pouvoir d'achat et il n'y a pas d'arbitrage possible. La substitution, elle est possible sur du moyen ou long terme. C'est par exemple, vous sortez effectivement du chauffage au fioul, vous passez sur des véhicules électriques, vous faites de l'isolation thermique. Tout ça permet de faire des économies d'énergie et gagner. Et donc, mais à court terme, vous avez raison, le vrai problème à chaque fois, il est la réconciliation entre cette question du pouvoir d'achat et le besoin de fiscaliser plus qui pollue plus. Sachant que le RN parle de baisser la facture de 30 à 40% et en même temps, il promet d'annuler la hausse des prix du gaz au 1er juillet s'il accède au pouvoir. Ouais. Donc ça remet encore une louche. Ça remet encore, bien sûr, une louche. On voit bien. On ne rend pas compte d'ailleurs du coût de cette mesure sur le gaz. Alors, hausse des prix du gaz au premier. De 11%, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est pas négligeable. Hein. C'est pas négligeable. Sachant qu'il y a les mesures conjoncturelles, Mathieu, et il y a les mesures, on finit là-dessus, structurelles. J'ai pas tout compris. Je sais que Jordan Bardella et le RN a été longtemps favorable à une sortie du marché européen de l'énergie. Oui. En partant du principe qu'il peut s'entendre aussi que la France produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Du coup. Exactement. Et d'ailleurs, ça rapporte 3 à 4 milliards d'euros par an à l'État, et que les prix en France vont rester bas grâce à l'EPR et de Flamanville et au nucléaire. Est-ce que ça tient la route, sachant que depuis, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un petit glissement. Le RN souhaite rester dans le marché européen de l'électricité tout en ne suivant plus les règles. Voilà. Et là, on se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut obtenir pour ça une dérogation de nos partenaires éventuellement? Alors, le RN est assez magique là-dessus. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois, ils prennent le bon côté sans voir la contrepartie qui est quelles seront les mesures des partenaires européens si vous faites ça. C'est-à-dire, vous gagnez sur une manne déjà de 3 à 4 milliards d'euros d'électricité qu'on vend chaque année. Je ne pense pas que les partenaires européens vont dire oui, bien sûr, on reste les bras croisés. C'est vrai aussi sur les questions... l'Espagne et le Portugal ont réussi à... Oui, si, mais il y a une dérogation ibérique est un peu particulière. Mais là, la question, c'est qu'avec notre énergie nucléaire, alors il y a eu un épisode très particulier, c'est en 2022, on a dû en importer au moment où ça allait mal. Oui. Donc tout le monde a dit, il faut sortir. Maintenant qu'on en réexporte, c'est beaucoup moins clair. C'est-à-dire qu'effectivement, on est capable de rebasculer une partie de nos exportations facilement sur le réseau électrique européen. Le problème, c'est que, effectivement, vous dealez avec vos partenaires européens. Vous ne pouvez pas avoir les éléments positifs sans voir les contreparties qui peuvent être négatives, c'est quelle va être la réaction des partenaires. C'est vrai sur les règles budgétaires, c'est vrai sur un certain nombre de mesures, y compris liées à la volonté de la préférence nationale. On a beaucoup de choses comme ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un enjeu bien sûr économique, mais aussi politique. Pourquoi cette histoire de l'énergie? Pour les questions de pouvoir d'achat dont on a parlé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lors du choc inflationniste lié à l'énergie, tous les ménages n'ont pas été touchés de la même façon. Et ceux qui ont été le plus impactés, en fait, c'est plutôt les classes moyennes, des zones périurbaines et des zones rurales. Donc c'est effectivement plutôt l'électorat
aujourd'hui qui est fâché, c'est celui des Gilets jaunes, c'est celui qui vote certainement en partie aujourd'hui Rassemblement national. Et donc, il y a aussi un ciblage politique à travers cette histoire de l'énergie, qui est aussi un message un peu anti-écolo, quelque part, en disant, en fait, voilà, on parle beaucoup de la transition, on parle beaucoup de ça, mais on s'intéresse assez peu aux questions de pouvoir d'achat et de fin de mois d'un certain nombre de personnes. Donc, vous voyez, ça en est devenu un enjeu politique majeur, d'où l'intérêt qui est mis très fort sur ce sujet-là, quels que soient aujourd'hui les partis politiques, y compris la majorité actuelle qui commence à faire des annonces de ce côté-là. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.